on va passer au temps de conclusion avec Daniel Châtaignier et Marie-Pascale Deleume. N'hésitez pas à continuer à réagir dans le chat. Daniel Châtaignier, vous avez assisté à toute cette journée dédiée au dialogue sur la méthanisation, un tour d'horizon, on l'espère, assez complet. Euh, La méthanisation a-t-elle de l'avenir si elle arrive à se raisonner? Je reprends là le terme de votre collectif en ne disant pas non, non pas raisonnable, mais raisonner. A-t-elle de l'avenir cette méthanisation? Et comment accentuer aussi la pression sur la méthanisation industrielle? Alors moi, je suis pas devin. Euh, je regarde les faits et quand je vois les faits, elle fait tout pour ne pas y arriver. Euh, c'est compliqué. Tout ça, on l'a vu, il y a des cycles qui s'imbriquent les uns dans les autres et faire comprendre à des gens qui veulent être sourds qu'il y a du CO2 qui se barre dans l'atmosphère et qui y restera pendant 2000 ans, c'est compliqué. Donc, c'est pas parce qu'on pompe du carbone quelque part qu'il va revenir par photosynthèse. Comme ça, tout ce qu'on a envoyé revient. La photosynthèse, c'est un processus extrêmement peu efficace. Typiquement, c'est 1,5% pour le maïs. C'est-à-dire que tout ce qu'on envoie est voué à rester en haut. Et ce qu'on veut, c'est qu'il reste en bas pour essayer de ne pas trop réchauffer l'atmosphère. Donc, la méthanisation, de manière euh, physique, fait tout l'inverse de ce qu'il faut faire, c'est tout. À partir de là, on a tout compris, c'est-à-dire que le reste, c'est du lobbyisme, c'est du marketing mensonger, c'est tout ce qu'on veut, mais ça ne fera pas avancer le schmilblick de la méthanisation vers plus de viabilité, ni pour elle-même, ni pour les agriculteurs. Donc moi, je plains beaucoup les agriculteurs méthaniseurs parce ils sont les dindons de la farce déjà, et ils le deviendront encore plus. J'ai l'exemple, par exemple, d'un conseiller régional de Haut-Rhin qui se trouve le bec dans l'eau parce que son méthaniseur ne fonctionne pas. Il en est de 500 000 euros de sa poche, parce que bien sûr, il y a des frais bancaires, et son frère de 100 000 euros, et GRDF ne lève pas le petit doigt, parce qu'ils s'en foutent. Leur métier, c'est uniquement finance, c'est tout, hein. Et c'est pas jeter la pierre à une entreprise que de dire ça, c'est le fonctionnement d'une entreprise qui est une multinationale. Donc, quand on va dans ce sens-là, euh, soit le processus fait que ceux qui gagnent beaucoup vont gagner encore plus, et ça va se casser la figure brutalement quand il n'y aura plus de ressources. Euh, Soit on essaye de raisonner, mais tout le monde ne raisonne pas pareil, pour revenir sur ton jeu de mots, hein. C'est pour ça qu'on a changé de nom, on est passé de raisonner à raisonnable. Parce qu'il faut être raisonnable. Ce que ne dit pas Solagro dans son after, c'est que il va falloir d'abord économiser 200 TWh. Sinon, leur scénario ne tient pas. Or, on n'est pas parti pour, puisqu'on n'isole rien. Donc, il faut d'abord isoler, il faut faire les choses dans le bon ordre. Quand on compare la méthanisation à quelque chose, il faut la comparer à quelque chose de meilleur, pas à quelque chose de moins bon, sinon forcément elle est valable. Or, comme on a toujours fait moins bon, c'est pas difficile de la vanter, mais elle intensifie l'agriculture intensive, in fine. Faire 2 cultures par an, ça n'a jamais arrangé un sol. C'est pas possible. Il n'y a aucun système physique qui répond de cette manière. Donc, c'est vraiment très compliqué parce que les phénomènes sont compliqués derrière, et tout ce qui est concertation, acceptabilité sont des gros mots qui ne veulent rien dire. Il n'y a pas de concertation, et l'acceptabilité, c'est quelque chose qui est forcément subordonné au fait que c'est acceptable. Sinon, la question de l'acceptabilité ne se pose pas. Or, aujourd'hui, moi, je vous dis que c'est pas acceptable. Euh, c'est pas acceptable, et on l'a vu dans l'ensemble des faits de cet après-midi. Parce qu'il y a une atteinte à la biodiversité, c'est montré dans des publications scientifiques, hein. On voit une baisse de la biodiversité des microbes, des champignons. Par contre, on voit une augmentation des fois des gènes de certaines bactéries. Euh, on voit une augmentation des bactéries antibiorésistantes, par exemple la l'amoxicilline. Tout ça est très bien documenté quand on lit, simplement, en tant que scientifique, quand on lit. Or, je reste réellement sans voix lorsqu'on me dit de la part d'un organisme qui travaille
ou de plusieurs organismes qui travaillent depuis plus de 10 ou 20 ans dans ce domaine, de me dire on n'a encore pas les données. Donc, ils n'ont rien foutu. Alors, si l'ADEME n'a rien foutu, elle est payée pour rien. Si Solagro n'a rien foutu, il est payé pour rien. L'INRA, je les mets dans le même chapeau. J'espère qu'un jour, ils vont se réveiller parce qu'il y a une épée de Damoclès. Celle-ci, elle n'est pas spécifique aux agriculteurs ou aux autres, puisque les retombées de tout ce que l'on est en train de faire seront pour tout le monde. Alors, Valérie Masson-Delmotte le dit à mot couvert, j'ai l'impression à mot couvert. Mais quand on envoie du CO2 ou quand on envoie du méthane, on n'a pas parlé des fuites. Mais les fuites de méthane, c'est 4,8% sur site en moyenne. C'est entre 0,5 et 1% en distribution. Quand on compte les fuites, de toute façon, déjà, la méthanisation est off. Elle a déjà une pénalité très forte contre elle en termes d'émissions de CO2. Tant que les tubes de GRDF ne seront pas moins fuyants, ça marchera comme ça. Et il faut très peu. Les chiffres sont les mauvais chiffres. Lorsqu'on parle à l'ADEME, ils nous disent 23 kilos équivalent CO2 par mégawattheure. Bon, et quand on leur dit montrez-nous vos calculs, eh bien ils nous disent mais c'est GRDF. Et quand GRDF, on leur pose la question, ils nous disent c'est la database de l'ADEME. Donc il y a un petit problème. Vous avez vu les calculs de Jean-Pierre Joanny, les choses sont, je suis assez d'accord avec la personne qui parlait, je ne me rappelle plus qui, il y a un moment où quand on prend les choses une après les autres, on arrive à estimer sérieusement que ce travail n'ait pas été fait, c'est déjà en lui-même quelque chose qui est choquant. Maintenant, si on veut nous cacher des choses, alors continuons à les cacher, mais elles vont se révéler de manière assez brutale, de plus en plus brutale, d'autant plus qu'on les aura cachées. Ça, c'est la partie énergétique. La partie GES est là aussi, hein, gaz à effet de serre. La partie sanitaire est là aussi. Parce que je crois avoir vu dans le fil de discussion qu'il y avait des choses sur les atmos et le contrôle des gaz émis. Il faut voir qu'il y a eu, là aussi, ce sont des papiers scientifiques très clairs, plus d'une cinquantaine de composés, plus ou moins organiques, volatiles, qui sont émis autour des sites. Bien sûr, plus autour de ceux qui travaillent mal que les autres, mais 50 qui sont des composés assez intéressants, du toluène par exemple, des terpènes, des choses qui, pour nous en tant qu'enseignants, sont interdites en TP depuis belle lurette. Je, je, je suis un petit peu subjugué de voir qu'on va autoriser ce genre de choses. Alors, il y a une comparaison. Moi, le jour, je vous le promets, le jour où j'ai une technique miracle qui fait autant de bien à l'agronomie, autant de bien au climat, je n'aurai de cesse que de la vendre. J'essaierai que tout le monde le sache. Et bien face à ça, on s'aperçoit que c'est toujours caché. Donc il y a quelque part un problème. Je vais m'arrêter là-dessus. Il faut être curieux et la meilleure façon pour être curieux, que l'on soit paysan pour respecter notre sol ou que l'on soit multinational de l'énergie pour respecter les riverains, c'est-à-dire nous-mêmes, et la santé environnementale, c'est-à-dire nous-mêmes, la condition sine qua non de faire les choses dans le bon ordre, c'est d'être curieux, c'est-à-dire de ne pas s'arrêter à ceux qui vantent les phénomènes. Euh, la cartomancie marche là-dessus, hein, mais on sait que ça ne marche pas. Voilà. Merci beaucoup, Daniel Châtaignier, pour ces prises de parole très cash et on vous remercie pour votre franchise et votre combat. Les tout derniers mots reviennent à Marie-Pascale Deleume, ancienne présidente de FNE Bretagne, membre du groupe Méthanisation à France Nature Environnement, auditionnée hein, d'ailleurs sur le sujet par le Sénat. L'objectif de FNE, ça n'est pas de rechercher l'affrontement sur la méthanisation. C'est important de le rappeler, Marie-Pascale. Oui, merci pour me laisser la parole pour ce mot de conclusion. Donc, au nom de FNE Bretagne, je remercie d'abord tous les intervenants et les participants pour les débats, et cela depuis ce matin. Je remercie aussi sincèrement nos grands témoins, Xavier Pou et Philippe Pointreau, pour avoir accepté d'échanger en direct leurs connaissances et leur analyse, et vous l'avez vu, très différentes ce matin. Ce webinaire montre combien la méthanisation agricole industrielle
interroge les institutions par le manque de données réelles et d'études transparentes et non modélisées. Institutions, ADEME, INRAE, recherche très différente de INRAE Transfert, qui est sur la com, qui, je le rappelle, étaient invités à participer avec nous et à en débattre, et qui ont décliné leur participation en se renvoyant la balle. Nous rappelons qu'en Bretagne, FNE Bretagne, FNE Bretagne, avec d'autres structures agricoles notamment, nous avons demandé un moratoire depuis 2021 avant toute autorisation de nouveaux projets. Nous avons entamé avec FNE au niveau national un travail de controverse qui n'a pu aboutir encore à une évolution du positionnement sur cette énergie carbonée. Et nous espérons que ce webinaire contribue à apporter des réponses aux nombreuses questions actuellement sans réponse probante et transparente des institutions. Nous rappelons que la Bretagne, première région d'élevage, est la deuxième région où il y a le plus de méthaniseurs, alors que nous sommes déjà en excédent structurel d'azote sur tout notre territoire, avec des pollutions des eaux de rivière et du littoral très importantes, et que les digestats de méthaniseurs transforment l'azote organique en azote minéral, ammoniacal, très volatile et très soluble dans l'eau. Que la méthanisation industrielle agricole est le système qui se développe de manière extrêmement importante et soutient l'agriculture et l'élevage industriel, comme cela a été dit, enfermement nécessaire des animaux, intensification céréalière, et ce non seulement en Bretagne, mais aussi dans les autres régions d'élevage, comme le Grand Est, et aussi dans les régions de grande culture. Comme cela a été dit aussi, les seuils ont été relevés et permettent la multiplication de projets juste sous le seuil de l'autorisation, donc sans aucune information aux citoyens, qui ensuite augmentent leur production, car le projet, en réalité, a été régulièrement surdimensionné à la déclaration. Et sachant que le maïs est de plus en plus présent dans les intrants, cela entraîne des retournements de prairies, des captations de fourrage, des captations de foncier. Et cette méthode industrielle n'a donc rien d'agroécologique. Aussi, nous maintenons notre moratoire et notre positionnement de refus de la méthanisation agricole industrielle. Et je tiens ici à remercier le courage, la ténacité et l'expertise des bénévoles de nos associations et d'autres comme le GREF et le CSNM sur l'étude des projets de méthanisation, sur les risques environnementaux et pour les riverains et l'enjeu, on l'a vu, du bilan réel de cette production industrielle, tant au niveau énergétique, les gaz à effet de serre, tant au niveau énergétique que climatique, les gaz à effet de serre, et agronomique. Et il est vrai que nous n'avons pas accès à la base carbone de l'ADEME, comme ça a été dit par un auditeur tout à l'heure. Nous sommes volontaires pour échanger avec ces instances sur les résultats de nos études, et nous les avions invités. Études qui étaient menées essentiellement par GRDF et INRAE Transfert. Et la justification des chiffres afin d'avoir toute la transparence nécessaire. Nous demandons un vrai dialogue avec les institutions sur les chiffres que nous avons produits ici notamment, et aussi avec M. Joigny et Châtaignier, avec une remise en débat des 22 et 44 grammes de CO2 par kilowattheure, qui est l'argument des énergéticiens qui ont financé ces études et qui sert de justification au soutien financier massif, qui, in fine, ne vous y trompez pas, est payé par l'usager consommateur de gaz, que ce soit par l'augmentation de la taxe réseau pour couvrir le territoire, ou du kilowatt consommé qui est en cours de doubler ou de plus que doubler. Donc nous demandons aujourd'hui que pour chaque projet de méthaniseur, il y ait en amont un vrai dialogue avec les collectivités et les citoyens concernés. Une déclaration obligatoire, des contrôles sur un bilan carbone réel et un bilan énergétique net prévu, que les surfaces en maïs ne puissent être déclarées en cives, que les analyses de sol soient obligatoires en suivi régulier pour produire des bilans uniques. Car il faut savoir que jusqu'à aujourd'hui, aucun bilan carbone, aucun bilan énergétique, aucun bilan climatique, aucun bilan d'évolution de système n'est demandé aux méthaniseurs. Enfin, nous demandons à ce qu'il y ait un contrôle sur le niveau de subventionnement, notamment par le prix de rachat, car il est absolument anormal que pour si peu de différence d'énergie produite, comme ça a été présenté ce matin, l'État soutienne massivement la production énergétique et non la production alimentaire, notamment la production alimentaire saine et respectueuse de l'environnement et du climat. Enfin, la région Bretagne a initié une étude sur la méthanisation en Bretagne pour approcher la réalité de la situation, notamment par des enquêtes sur des méthaniseurs existants. Nous entendons bien continuer à y contribuer afin d'avoir le plus de transparence sur la réalité de cette production et de ses impacts.
Nous rappelons aujourd'hui, hein, ça a été dit plusieurs fois, qu'en France aujourd'hui il y a à peu près 1200 méthaniseurs, et sans même tenir compte de nos calculs et des fuites, etc., ces 1200 méthaniseurs ne représentent moins d'énergie fournie que la seule première ferme éolienne offshore à Saint-Nazaire. Et sans soutenir le photovoltaïque au sol, il faut savoir que 3 hectares de photovoltaïque représentent aujourd'hui autant d'énergie que 70 hectares de maïs. Car l'efficacité énergétique de la biomasse, ça a été déjà dit aussi, est très faible et que le procédé de la méthanisation n'est pas celui qui augmente l'efficacité. Enfin, pour tous ceux qui nous ont suivis et qui vont nous écouter, nous rappelons que le webinaire sera sur le site de FNE Bretagne, sur la page méthanisation, dans l'onglet Action fédérale, avec tous nos arguments et notre moratoire. Donc je vous remercie tous. Vous étiez plus de 120, je crois, à participer aujourd'hui et nous espérons que ce webinaire sera relayé par beaucoup de monde. Merci à tous. Merci beaucoup, Marie, Pascal, pour votre participation à ce webinaire. On retrouve effectivement sur le site de FNE Bretagne d'ici quelques jours. À bientôt et n'hésitez pas non plus, allez, je le glisse, à consulter le site d'Eau et Rivières de Bretagne qui donne des nouvelles des projets, notamment au niveau local. Passez toutes et tous un bon après-midi et merci beaucoup de nous avoir suivis. À très bientôt.